BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquedec. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto. Merci d'être avec nous. Bitcoin, évidemment, on va faire la rétrospective 2024 puisque c'est la fin de l'année. On va voir un petit peu tout ce qui s'est passé cette année. On va faire le bilan, puis on verra aussi les gagnants et les perdants de cette année 2024. Toutes les sociétés cotées en bourse qui ont un business proche de près ou de loin à celui des cryptos. Et puis aujourd'hui, où en est-on dans le cycle? On va faire le point, évidemment. Et évidemment, fin d'année, perspective 2025. À quoi s'attendre pour cette année qui risque d'être très riche pour cet écosystème? Et puis demain, les plateformes crypto seront-elles des banques? Est-ce que c'est possible? J'ai eu la chance de poser la question à Richard Teng, CEO monde de Binance, à la Binance Blockchain Week à Dubaï il y a quelques semaines. On écoutera sa réponse. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Cyril Sabag. Bonjour Cyril. Bonjour. Managing Director de Mélanion Capital et président fondateur de Mélanion Digital. Et puis Stéphane Ifra. Bonjour Stéphane. Bonjour. Responsable des solutions d'investissement chez CoinHouse. Messieurs, c'est ça. Je propose qu'on commence par un petit peu cette rétrospective de l'année 2024. Pour commencer, Cyril, quel est le premier fait ou la première date qui vous vient à l'esprit pour retracer un petit peu cette année qui a été dense? Oui, c'était une année extrêmement dense pour les cryptos, pour le Bitcoin en particulier. Je dirais que ce qui a marqué le début de l'année, c'est l'acceptation des ETF spot Bitcoin aux États-Unis et l'engouement derrière et avec en tête de ligne BlackRock. Il faut savoir que l'ETF spot Bitcoin de BlackRock a été le plus rapide de l'histoire à atteindre 50 milliards de dollars. Aujourd'hui, ça représente 124 milliards, tous ces ETF Bitcoin Spot. Ça a bien sûr permis l'institutionnalisation du Bitcoin et la possibilité pour tout un chacun, alors institution mais aussi particulier. On le sait, la réglementation aux États-Unis est plus simple pour les ETF. Donc, toute personne peut mettre du Bitcoin via cet ETF à l'intérieur de son portefeuille. Et ça a aidé les cours. Et ça a permis de démarrer l'année en fanfare. Bon, effectivement, clairement, les ETF qui ont marqué à la mi-janvier, donc il y a bientôt un an maintenant, clairement ce marché crypto ont été, Cyril vient de le dire, un vrai game changer pour la finance en général. Stéphane, quelle est l'autre chose sur laquelle vous voulez revenir pour cette année 2024? Il y a un événement qui a lieu tous les 4 ans, qui est le halving dans le monde du Bitcoin, qui rythme un petit peu les cycles qu'on peut avoir sur cet actif et sur cette classe d'actifs en général. Cette année, il a eu lieu en avril. Et en général, ou en tout cas dans les cycles précédents, on a observé que 6 mois après cet événement-là, donc autour de octobre, on se mettait à avoir des cours sur le Bitcoin en premier lieu qui se mettaient à accélérer et à battre ses anciens records. Et c'est encore ce qu'on a observé cette année, puisqu'on a, je crois, fait le plus haut historique en tout début novembre. Et depuis, le marché s'est pas retourné et a fortement accéléré. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que ce halving a été particulier dans le sens où on a eu un franchissement des 73 000 $ en mars dernier, avant le halving, ce qui n'était jamais arrivé. Exactement. Alors évidemment, on ne peut pas dire exactement à quoi c'était dû, mais certainement à l'approbation des ETF qu'il y a eu en janvier. Il y a eu des vrais flux qui sont arrivés depuis le début de l'année. Moi, j'ai regardé ça. Il y a à peu près 37 milliards de nouvel argent qui est arrivé sur l'ETF spot BTC. Beaucoup moins sur l'ETH parce que ça a démarré beaucoup plus tard et un peu plus poussivement. Mais voilà, il y a des vrais flux qui sont arrivés. On en reparlera évidemment de l'Ethereum tout à l'heure. Cyril, une autre date. Alors, on a fait janvier, on a fait mars, avril. Alors pour moi, une autre date extrêmement importante, ça a été juillet 2024. Il y a eu une conférence Bitcoin Nashville. Ça a été un tournant, en tout cas pour l'écosystème crypto. Alors pour 2 raisons. Déjà, Donald Trump, candidat à l'époque, était présent à cette conférence et a affirmé son statut pro-crypto. Et le deuxième point intéressant, c'est qu'il y avait aussi une sénatrice, Cynthia Lummis, qui a parlé du Bitcoin Act, à savoir la volonté, en tout cas la proposition pour les États-Unis d'acquérir jusqu'à 1 million de Bitcoin, donc 5% de la total supply sur 5 ans, et en faire une réserve. Et ça a été aussi, on va dire, un élément qui a permis
encore au Bitcoin d'évoluer et d'institutionnaliser. Là, on parle même de réserve, donc ça va très très loin pour le Bitcoin. Clairement, et puis d'ailleurs, ce Bitcoin Act est toujours sur la table. Oui. On aura une investiture de Donald Trump le 20 janvier. On en reparlera tout à l'heure, de toute façon, mais aussi voilà, un changement du côté de la tête de la SEC qui pourrait clairement changer beaucoup de choses, justement. On a aussi en septembre, Stéphane, là, on parlait des pays, mais aussi des entreprises qui se mettent à acheter beaucoup de Bitcoin. Évidemment, MicroStrategy qui continue à acheter sans cesse, qui ne s'arrête pas. Alors, c'est un ETF presque à part entière, sauf qu'au lieu d'être juridiquement composé comme un ETF, c'est une entreprise dont le seul objet social, finalement, c'est d'acheter du Bitcoin. Donc là, effectivement, c'est un soutien de plus. C'est-à-dire, quand on compte les flux sur les ETF spot, il faudrait aussi compter les flux sur MicroStrategy qui sont très, très importants. Pour moi, en fait, c'est moins MicroStrategy qui, on va dire, rentre dans la mouvance, on va dire, des grands argentiers qui se mettent à investir sur cet actif. Également, il y a eu la Fed qui s'est mis à baisser ses taux en septembre, qui en devrait baisser ses taux pour la 3e fois ce soir, si tout va bien. Et là, c'est pareil, pour moi, c'est dans un contexte macroéconomique où l'inflation reste plus élevée que les objectifs initiaux des banquiers centraux. La croissance économique reste toujours présente, il y a des créations d'emplois. Simplement, l'argent coûte moins cher et donc ça, c'est un fuel pour les actifs risqués au sens large, dont les cryptos, qui, comme c'est des capitalisations plus petites, quand il y a le même flux ou la même proportion de flux qui arrive sur les actions, qui arrive sur les cryptos, il y a un effet un petit peu plus multiplicateur qu'on retrouve sur les cours. Clairement, et on en reparlera tout à l'heure aussi quand on fera les perspectives de 2025, parce que ce qui est un petit peu ambivalent, c'est que oui, Donald Trump booste le cours des cryptos avec toutes les promesses qu'il fait, mais dans le même temps, il a aussi un programme qui est très inflationniste et qui pourrait éventuellement freiner cette baisse des taux. On en parle dans un instant. Mais d'abord, on est en novembre 2024. Il y a un mois, Donald Trump arrive au pouvoir. Cyril, c'est complètement fou. Le Bitcoin s'est envolé complètement depuis, quoi. Oui, on était à 70 000 fin octobre. On a cassé les 100 000 en décembre. Donc c'est le dernier événement marquant, le cassage des 100 000 $. Et on a passé les 100 000 € depuis. Oui, tout à fait, absolument. Et pour rebondir sur ce que disait Stéphane, effectivement, MicroStrategy, pour avoir un peu une idée, MicroStrategy, c'est 440 000 bitcoins, donc à peu près 45 milliards de dollars. Donc oui, je rejoins Stéphane quand il dit que c'est presque un ETF à part entière. C'est bientôt presque la moitié de la réserve stratégique potentielle d'1 million de bitcoins des États-Unis, quoi. Non mais c'est assez dingue. Ça sera peut-être eux qui vendront aux États-Unis d'ailleurs. Mais peut-être, ouais, c'est possible, ouais. Et l'autre point, on parlait de la Fed. Ce qui a été très intéressant en décembre, c'est qu'on a des leaders internationaux et des leaders, pour le coup, le président de la Fed, qui a parlé du Bitcoin comme étant de l'or digital. Ça aussi, on en a un petit peu parlé, mais je trouve pas suffisamment. C'est un vrai changement dans le ton vis-à-vis du Bitcoin. Alors après, Donald Trump est allé plus loin en disant que c'était une solution à la dette américaine. On a même des leaders comme Vladimir Poutine qui ont dit que le Bitcoin pourrait être utile. Mais on va revenir dessus, effectivement. Et effectivement, Donald Trump a fait plein de déclarations, mais c'était quand même quelqu'un qui faisait campagne. Ce qui n'est pas le cas de Jérôme Powell et qui est président de la Fed. Et Jérôme Powell a dit Bitcoin est un concurrent à l'or, mais pas au dollar. J'aimerais un peu avoir votre avis sur ces mots. C'est assez intéressant de dire que Bitcoin est concurrent de l'or, mais pas du dollar, Cyril ? Oui, alors j'ai eu l'occasion de faire une battle il y a quelques mois avec Jean-Marc Daniel sur l'or. On les compare souvent parce que on parle on n'a pas cette possibilité d'avoir une planche à billets comme pour le dollar, donc l'or est souvent comparé au Bitcoin. Il est délicat, il aurait été délicat pour Jérôme Powell de parler de comparaison avec le dollar, puisqu'il a les manettes sur la partie Il aurait dollar. mis Bitcoin sur le même piédestal que le dollar, c'est ça ? C'est pour ça peut-être qu'il l'a pas fait ? Ah oui, ça aurait été se tirer une balle dans le pied. Ouais. Donc, alors justement, le discours est un petit peu ambivalent. Donald Trump dit que ça peut être une solution à la dette, et en fait, peut-être qu'il commence à préparer le terrain pour la réserve. Pour la réserve stratégique. Voilà. Stéphane Ifra, vous avez autre chose à ajouter sur cette déclaration quand même qui est assez forte du président de la Fed, concurrent à l'or, mais pas du dollar en tout cas de ce qu'il en dit. Je pense que quand on regarde de manière un peu abrupte les chiffres,
le volume des dollars en circulation et le volume du Bitcoin en circulation, en fait, il y a plus qu'un monde d'écart. Là où, quand on compare l'or au Bitcoin, on est plutôt sur un facteur peut-être 1 à 7, 1 à 8, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais c'est beaucoup plus comparable. Et puis, quelque part, le Bitcoin, tout comme l'or, c'est ce qu'on appelle un actif pas refuge, mais plutôt un stock de valeur, avec une quantité limitée, comme le rappelait Cyril. Ils sont beaucoup plus proches dans les caractéristiques. Le dollar sert à faire du financement, c'est une arme politique, c'est une arme budgétaire. Il a plein d'autres utilités que ne peut pas avoir l'or ou le Bitcoin, par exemple. Mais alors, justement, pour finir un peu sur cette rétrospective de 2024, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur cette déclaration de Vladimir Poutine, qui a parlé du Bitcoin, mais pas sous l'angle réserve de valeur, mais plutôt sous l'angle échange de la valeur. Je cite, il a dit « Qui peut interdire Bitcoin ? Personne ». Et je pense qu'il faisait quand même un petit peu référence à toutes les sanctions qui ont eu lieu ces derniers mois et ces dernières années, notamment dont a été victime, entre guillemets, la Russie. Et là, en fait, ils voient le Bitcoin, pas forcément sous l'angle réserve de valeur, mais pouvoir continuer à échanger de la valeur avec d'autres pays ou d'autres partenaires. C'est inédit qu'un représentant, qu'un homme politique de cette tremplin, entre guillemets, parle du Bitcoin sous cet angle-là, Cyril ? Je pense qu'il y a un double aspect. Il y a effectivement cet aspect d'échange, parce qu'on connaît le contexte aujourd'hui de la Russie et qui a un besoin d'échanger, et le Bitcoin résout en tout cas cette problématique. Il y a peut-être aussi la volonté de préparer le terrain vis-à-vis des BRICS, donc Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud et d'autres pays aussi. Ça veut dire quoi, préparer le terrain ? Préparer le terrain parce qu'en fait, il y avait une volonté d'essayer de trouver une monnaie commune aux BRICS, un peu, pour venir concurrencer l'euro et le dollar. Donc, il peut y avoir les deux, en fait, en ligne de mire avec cette déclaration pour moi. Et Stéphane, quelque chose à ajouter là-dessus ? Cette déclaration que je disais est inédite quand même. Oui, alors il faut bien voir que la Russie, effectivement, s'est vue confisquer toutes ses réserves en dollars, ce qui était quand même des centaines de milliards. On ne pourrait pas faire ça avec du Bitcoin. Donc je pense que du point de vue stratégique aussi pour la Russie, c'est un moyen de pouvoir avoir accès au marché des paiements, parce qu'ils ont besoin d'échanger avec l'extérieur. Même aujourd'hui, avec toutes les sanctions, ils continuent d'échanger avec l'extérieur. Finalement, le Bitcoin peut être un médium d'échange, donc effectivement comme une devise d'échange. Pour moi, la seule petite limitation à ça, ça reste quand même la volatilité de la monnaie, si on appelle ça une monnaie, qui est peut-être un peu trop volatile pour répondre à cette problématique-là. Pour autant, il sert quand même à pouvoir faire des paiements. Après, je ne sais pas comment ça se passerait si on faisait des paiements en plusieurs dizaines de milliards, parce que là, pour le coup, il y aurait quand même des problèmes de conversion. Et là, on verrait quand même la limite de l'actif en tant que tel. Mais je pense que quelque part, il a un peu ça en tête. Mais clairement, il a une idée derrière la tête. Maintenant, cap sur 2025. Bon, on peut quand même revenir rapidement, même si on en a déjà beaucoup parlé dans cette émission, sur les ETF Bitcoin Spot, un petit peu les performances. Cyril, vous parliez des ETF Gold aussi tout à l'heure. Et c'est vrai que là, maintenant, les ETF Bitcoin Spot ont atteint une capitalisation aussi importante que les ETF Gold, mais en un temps record. En quelques mois, ils ont atteint la même capitalisation qu'a mis les ETF Gold. Ils ont mis quoi, 20 ans pour l'avoir, quasiment. C'est assez fou. Et est-ce qu'on sait qui est derrière ces flux entrants, qui achètent en fait ? C'est des institutionnels qui achètent ? En termes de distribution, les ETF spot Bitcoin sont très largement et facilement distribuables aux États-Unis, à la fois par des conseillers, l'équivalent des conseillers en gestion de patrimoine ou les banquiers privés. Les particuliers peuvent l'acheter via les brokers en ligne. Il faut voir une chose, c'est que un particulier qui voit aujourd'hui qu'il a la capacité, ou même un institutionnel qui a la capacité d'acheter du Bitcoin, qu'est-ce qu'il voit s'il regarde un petit peu dans le rétroviseur ? Il voit qu'en 2023, on a fait 150% sur le Bitcoin. On voit qu'en 2024, on s'approche des 120, 130, on est à 135% en dollars. Il se dit, finalement, ce serait pas mal d'en mettre un petit peu dans mon portefeuille. Donc, il y a une volonté de se dire, alors en 2023, les gens se sont dit, non, mais peut-être que ça va rebaisser. 2024, ça monte. Donc, une volonté d'en mettre quelques pourcents. Et surtout, BlackRock, qui est le premier asset manager au monde, est en train de faire un travail de pédagogie
en 10 ans, ils l'ont affirmé récemment, que ça avait du sens de mettre quelques pourcents dans un portefeuille. Donc quand ça vient d'un institutionnel comme BlackRock, ça a un impact qui est juste énorme. Oui, c'est clair, un impact complètement fou. Stéphane, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce qui vient d'être dit par rapport à ces ETF Bitcoin Spot, qui défient tous les records en termes d'ETF, tout simplement? Je dirais, aujourd'hui, les Américains ont la chance de pouvoir investir sur ces actifs-là à partir d'ETF. À quand l'équivalent en Europe? Alors, il y a des ETP, il y a des tout petits véhicules qui cochent pas les mêmes cases. Il va falloir qu'on se bouge aussi en Europe pour qu'on ait l'équivalent de ces ETF. Tiens, en parlant d'ETF, Cyril, j'ai oublié en 2024, on devait faire un petit peu les entreprises, les gagnants et les perdants, que vous avez peut-être aussi dans votre ETF UCITS, justement. Quelles sociétés s'en sont plutôt bien tirées là en 2024? On parle de sociétés cotées qui ont un business de près ou de loin en rapport avec le Bitcoin. Et quelles sont celles qui s'en sont moins bien tirées et pourquoi? Alors effectivement, comme le disait Stéphane, en Europe, on n'a pas la chance d'avoir un outil aussi simple que l'ETF Spot Bitcoin de BlackRock. Donc il y a d'autres solutions. Il y a ce qu'on appelle les ETP, mais avec des problèmes d'éligibilité. Ou l'ETF qu'on a lancé, que Mélanie a lancé, qui investit sur des actions de l'écosystème crypto. Alors les performances, ce n'est pas du Bitcoin, c'est des actions, mais comme on a pu le voir, il y a des actions. Rapidement sur la performance là par rapport au Bitcoin, on est comment? Alors c'est intéressant de regarder 2023 et 2024. 2023, on a fait plus 184% sur l'ETF contre 150% sur le Bitcoin, donc on l'a même battu. Voilà, on surpasse le Bitcoin. Ouais. Cette année, on est un peu en retrait, on est à 105%, ce qui est pas mal pour un ETF action, contre 135% pour le Bitcoin. Finalement, ça s'égalise un petit peu, non? Un petit peu, en tout cas sur les 2 dernières années, ça s'est à peu près égalisé. Et alors pour parler des tops et des flops, effectivement, en termes d'actions, on a pu voir des performances assez incroyables à l'intérieur de notre univers. Un usual suspect, MicroStrategy, plus 513% depuis le début de l'année. Donc grâce à son accumulation de Bitcoin, grâce, on va dire, au hype qu'il y a pu avoir derrière Michael Saylor, le PDG, et puis et sa communication très très agressive. Donc la valorisation de cette société est un multiple du nombre de bitcoins détenus, pour information. On n'est pas à ISO, Donc il y a ce hype et cette volonté d'avoir un proxy via une action. Donc voilà, ça c'est une très belle performance cette année. On a une valeur comme Core Scientifique qui fait du mining et qui a plusieurs solutions, à la fois du mining propre et aussi de l'hébergement de miners. Donc il a diversifié un petit peu ses sources de revenus, qui fait plus 330%. Alors dans un autre domaine, on a TeraWulf qui fait des infrastructures de mining et aussi du HPC, donc High Performance Computing. Et puis on peut citer Galaxy Digital, TeraWulf qui fait 220% et puis Galaxy Digital qui fait 150%. Là, c'est plutôt des services financiers. Donc ça, c'est pour les tops de 2024. Alors pour les flops, on va le voir, c'est pas symétrique. Mais c'est assez intéressant parce qu'en fait les tops en 2024, le cours du Bitcoin c'est quand même fortement apprécié, donc on se dit donc c'est plus facile pour les entreprises. Ça fait un peu pour l'extérieur, on revoit un petit peu leur cas d'usage, leur utilité entre guillemets de business, puis il y a un engouement du marché. Mais là les flops, c'est intéressant, Cyril. Comment ça se fait qu'il y ait des entreprises qui ont eu des flops là en 2024, malgré l'envolée du cours du Bitcoin? Tout à fait. Là, je parle des tops et des flops dans les entreprises, de l'écosystème crypto, de l'univers d'investissement. Mais c'est ça qui est intéressant. Ouais. Eh bien oui, il y a des sociétés de minage, et en particulier pour ce qu'a dit tout à l'heure Stéphane, le halving. Le halving en avril, mécaniquement, la récompense a été divisée par 2. Donc pour les sociétés de minage qui ne se sont pas diversifiées, qui n'ont pas fait des économies d'échelle suffisantes avant, elles ont souffert. Une valeur comme Bitfarm, par exemple, est une valeur qui a souffert, qui a perdu aux alentours de 20%. Donc on le voit, la différence entre les flops et les tops, on a moins 20 face à des 150 plus de 120%. Voilà, donc c'est un flop, mais pas non plus des éléments catastrophiques sur l'année. Alors là, tout de suite, on va parler de la première plateforme d'échange crypto au monde, Binance. On parle de l'évolution un petit peu de ces entreprises, de comment est-ce qu'elles pourraient évoluer en 2025. Et j'ai eu la chance de rencontrer Richard Teng, donc le PDG monde de Binance, à la Binance Blockchain Week à Dubaï. Et je lui ai posé la question, est-ce que vous voulez aller au-delà de la crypto? Est-ce que demain, Binance ne sera peut-être pas une banque? Je vous propose d'écouter sa réponse et puis on commente après.
En ce moment, notre objectif principal est de devenir la meilleure plateforme crypto qui soit, pour soutenir la liberté financière dans le monde. Nous ne dévoilons pas nos plans, bien que de nombreuses propositions nous soient présentées en permanence. Cela dit, nous n'avons pas l'intention de devenir une banque dans un futur proche. Cependant, nous restons toujours ouverts à de nouvelles opportunités pour l'avenir. Vous souhaitez donc rester uniquement dans le domaine des cryptos? À ce stade, notre priorité absolue est de construire la plateforme la plus performante, durable, résiliente et robuste pour tous les utilisateurs. Voilà, Richard Teng, CEO de Monde de Binance, du coup. Merci à Claire et Gwendal pour la traduction. Stéphane, qu'est-ce que ça vous inspire, le fait que voilà, Richard Teng dit bon, non, pour l'instant, on veut devenir la meilleure plateforme. On n'a pas l'intention d'être une banque, mais on dévoile pas tous nos plans. Donc, pas de réponse claire. Donc, ça veut dire que théoriquement, tout est possible. Comment est-ce que vous voyez les choses? Alors déjà, il faut voir que le métier de Binance, c'est à la fois d'héberger des fonds, un peu ce que fait une banque finalement avec des dépôts, de proposer des produits d'échange, donc de pouvoir échanger ces cryptos soit entre elles, soit contre euros, soit contre dollars. Donc ça, c'est entre guillemets le bureau d'échange traditionnel d'une banque. De pouvoir éventuellement faire fructifier ces cryptos avec des produits de placement, que ce soit des produits de rendement. Alors pas tellement des produits d'allocation, même si un Coinbase vient de sortir un indice très récemment, le Coinbase 50. Donc on voit bien que ces plateformes d'échange, finalement, elles ont plein de produits qui ressemblent beaucoup à des produits bancaires, tout au moins des briques de produits bancaires. Donc se poser la question de savoir si ces plateformes-là vont basculer côté banque, c'est assez naturel. Par contre, la réponse, je pense que je le comprends assez bien d'être très prudent là-dessus. Ça veut dire beaucoup de régulation. Ça veut dire des régulations pays par pays. Aujourd'hui, Binance n'est pas, pour moi, organisée pour répondre à une régulation bancaire qui est beaucoup plus stricte que les régulations comme on peut avoir en France pour être PSAN, ils le sont, ça serait beaucoup plus contraignant si vous voulez être banque en France. Il y aurait notamment du cantonnement d'actifs, ça serait très compliqué. Mais Cyril, est-ce que finalement, sans qu'il y ait forcément cette régulation bancaire, est-ce qu'il n'y a finalement pas des gens qui vont se servir de Binance un peu comme d'une banque, sans que ça en soit une officiellement? C'est possible ça, que finalement ça prenne des parts de marché aux banques traditionnelles? Oui, alors les services proposés sont différents, on est quand même sur la crypto. Pour rejoindre ce que dit Stéphane, il faut savoir que Richard Teng, il vient du monde de la conformité. Il était responsable de la partie conformité de la bourse singapourienne. Il était en charge des services financiers aux entreprises à l'autorité de marché singapourienne et puis en charge de l'autorité de régulation des services financiers de l'entité d'Abu Dhabi autour de la finance. Donc un profil extrêmement compliance, conformité, qui en fait est venu après CZ, compte tenu de ce qui s'était passé et du fait de l'amende qu'avait pu avoir Binance, on s'en souvient, 4,3 milliards de dollars en 2023. Et le Department of Justice, et ça aussi c'est assez remarquable, n'avait pas voulu fermer Binance à ce moment-là, parce qu'on était dans le too big to fail. Le poids de Binance aujourd'hui, je crois que c'est 70% de part de marché. Donc c'est juste colossal. Et ils ne vont pas s'embêter pour des sujets réglementaires en grande partie. Ils ne vont pas venir essayer de lancer une banque. Trop compliqué. Après, compte tenu des résultats, on pourrait imaginer, pourquoi pas en croissance externe, ils ont la capacité, le chiffre d'affaires en 2023 c'était 15 milliards de dollars, donc pourquoi pas un sujet de croissance externe. Créer une banque, entre guillemets, from scratch, ou transformer le business model, c'est beaucoup trop compliqué et beaucoup trop différent de ce qu'ils font aujourd'hui. Bon, clairement, à court terme, c'est pas pour tout de suite, mais peut-être, sait-on jamais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Cyril Sabag, un managing director de Millennium Capital et président fondateur de Millennium Digital. Stéphanie Fra, responsable des solutions d'investissement chez CoinHouse. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à 15h. BFM Business, BFM Crypto, le club.